L'Acropole, le rocher sacré dominant Athènes, en 480 avant la naissance du Christ. L'air est dense de fumée et d'odeurs de brûlé. Là où, il y a peu encore, s'élevaient d'antiques temples, noircissent désormais des ruines calcinées. La grande armée du roi perse Xerxès, telle une nuée de sauterelles, a traversé l'Attique, ne laissant derrière elle qu'une terre brûlée et des sanctuaires profanés. Les Athéniens, évacués sur l'île de Salamine, regardent avec douleur et fureur leur ville en flammes. Cela semble être la fin de la démocratie, la fin de la liberté, la fin de la grandeur d'Athènes. Mais les dieux, ou peut-être l'histoire elle-même, en décidèrent autrement. Dans les détroits étroits près de Salamine, la flotte grecque, inférieure en nombre mais supérieure en courage et en génie tactique, infligea aux Perses une défaite écrasante. S'ensuivit la bataille de Platée, où l'armée unie des Hellènes chassa définitivement les envahisseurs de leurs terres. La guerre était gagnée. Lorsque les Athéniens retournèrent dans leur ville dévastée, un tableau de désolation complète s'offrit à leurs yeux. Mais dans le cœur de ces hommes brûlait non pas la cendre du désespoir, mais le feu d'une détermination jusqu'alors inconnue. Ils ne se contenteront pas de restaurer leur ville, ils en construiront une nouvelle, telle que le monde n'en a jamais vue. Une ville qui deviendra un phare pour toute l'Hellade, un symbole de la victoire de l'esprit sur la force brute, de la raison sur la barbarie. Ils construiront une ville dont le nom sera éternellement associé à l'âge d'or de l'humanité. Et parmi ceux qui revinrent dans ces ruines se trouvait un jeune homme, presque un garçon, issu de l'une des familles les plus nobles et les plus controversées d'Athènes. Il s'appelait Périclès. À ce moment, personne n'aurait pu imaginer que c'est précisément sa volonté, son intelligence et sa vision qui transformeraient cette cendre fumante en un marbre éblouissant. Que c'est précisément son nom qui deviendrait le synonyme de toute une époque. Mais les fils du destin se nouaient déjà en un écheveau serré. Le chemin vers le sommet du pouvoir, vers la gloire immortelle, sera long et périlleux. Il sera pavé d'intrigues politiques, de controverses acharnées, de tragédies personnelles et du sang de milliers d'hommes. Cette histoire n'est pas simplement celle d'un homme. C'est l'histoire de la naissance d'une civilisation à partir du chaos, de la force d'un seul individu capable de changer le monde et du prix élevé et tragique qu'il faut payer pour la grandeur. Avant que notre héros principal n'entre en scène, nous devons comprendre sur quelles planches il était destiné à jouer son rôle. Athènes au 5e siècle avant notre ère n'est pas née de rien. Elle était le produit d'une longue, douloureuse et sanglante lutte d'idées et d'ambitions. Pour comprendre le génie de Périclès, il faut remonter dans le passé, à l'époque où le mot même de démocratie n'était qu'un rêve audacieux et dangereux, et où les ombres d'anciennes malédictions et le spectre de la tyrannie planaient sur la cité. C'est un voyage au cœur même de la police athénienne, dans ses lois, ses peurs et ses espoirs. La police athénienne, au moment de la naissance de Périclès, vers 495 avant notre ère, était un chaudron bouillonnant de transformations sociales et politiques. L'époque archaïque obscure était révolue, tant de la toute-puissance de l'aristocratie de naissance, les Eupatrides, qui possédaient les meilleures terres et tenaient entre leurs mains tous les leviers du pouvoir. Le peuple simple, le démo, composé de petits propriétaires terriens, d'artisans et de commerçants, était de fait sans droit. L'esclavage pour dettes était monnaie courante, car un paysan incapable de rembourser sa dette à un aristocrate perdait non seulement sa parcelle mais aussi sa liberté, devenant esclave avec toute sa famille. La tension monta pendant des décennies, menaçant de dégénérer en une guerre civile à grande échelle. Et c'est alors que, à la charnière du 7e et du 6e siècle, entra en scène un homme dont le nom devint une légende. Solon. Élu archonte avec des pouvoirs extraordinaires, Solon mena des réformes qui jetèrent l'après-midi la première pierre des fondations de la future démocratie. Il abolit l'esclavage pour dette par la Césachteia, ce qui signifie le soulagement du fardeau,
et rendit la liberté à des milliers d'Athéniens. Il divisa les citoyens en 4 classes censitaires, liant les droits politiques non plus à la noblesse de naissance, mais au niveau de revenus. C'était une mesure révolutionnaire car désormais même un roturier enrichi pouvait participer à la gestion de l'État. Solon créa le Conseil des 400, à raison de 100 hommes pour chacune des 4 anciennes tribus, et institua l'Héliée, le tribunal populaire, devant lequel tout citoyen pouvait faire appel. Cependant, les réformes de Solon étaient un compromis qui ne satisfit pleinement personne. Les aristocrates étaient mécontents de la perte d'une partie de leurs privilèges, et les pauvres estimaient que les réformes n'étaient pas allées assez loin, ne leur ayant pas donné l'essentiel, une nouvelle répartition des terres. De ce mécontentement, un aristocrate ambitieux, Pisistrate, sut habilement tirer parti. S'appuyant sur les couches les plus pauvres de la population, il s'empara à 3 reprises du pouvoir à Athènes, instaurant finalement une tyrannie qui, paradoxalement, contribua grandement au renforcement de la police. Pisistrate et ses fils, Hippias et Hipparque, menèrent une politique favorable aux paysans et aux commerçants, leur accordant des prêts, commençant à frapper la célèbre monnaie athénienne à l'effigie de la chouette, et lancèrent un vaste programme de construction embellissant la cité de temples et d'un aqueduc. C'est sous leur règne qu'Athènes commença à se transformer en un grand centre culturel et économique. Mais la nature même de la tyrannie, un pouvoir personnel non limité par la loi, était étrangère à l'esprit des Hellènes. La fin de la tyrannie fut sanglante. Après l'assassinat d'Hipparque par les conjurés Harmodios et Aristogiton, qui seront plus tard célébrés comme des héros libérateurs, son frère Hippias durcit le régime. Finalement, en 510 avant notre ère, il fut chassé d'Athènes par les forces de la noble famille des Alcméonides, avec le soutien des troupes spartiates. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Après la chute de la tyrannie, la lutte pour le pouvoir reprit avec une nouvelle vigueur entre 2 factions aristocratiques. L'une était dirigée par Isagoras, partisan de l'oligarchie, qui s'appuyait sur le soutien de Sparte. L'autre était dirigée par Clystène, représentant de cette même famille des Alcméonides. Isagoras prit d'abord le dessus et chassa même Clystène et ses partisans de la ville. Mais alors se produisit un événement sans précédent. Le démos athénien, ne voulant pas d'un retour au pouvoir des oligarques, se souleva, assiégea Isagoras et les Spartiates sur l'Acropole et les força à une capitulation honteuse. De retour à Athènes sur la vague d'un soulèvement populaire, Clystène, vers 508 avant notre ère, mena des réformes qui sont à juste titre considérées comme la naissance de la démocratie athénienne dans sa forme classique. Son génie fut de briser complètement l'ancienne structure clanique de la société, qui était la base du pouvoir de l'aristocratie. Il divisa toute l'Attique en 3 zones, la ville d'Athènes, la côte, appelée Paralia, et les régions agricoles intérieures, connues sous le nom de Mésogée. Il divisa chacune de ces zones en 10 parties, les trities, puis il créa 10 nouvelles tribus artificielles, chaque tribu étant composée de 3 trities, prises une dans chaque zone. Quel en était l'avantage? Dans chaque nouvelle tribu se trouvaient désormais mélangés des citadins, des marins, des commerçants et des paysans agriculteurs. Les anciens liens claniques étaient rompus. Un aristocrate de sa résidence urbaine se retrouvait dans la même tribu qu'un pêcheur de la côte et un laboureur de l'intérieur. Cela les obligeait à négocier, à rechercher des intérêts communs non plus sur la base de la parenté, mais sur celle de l'appartenance civique. Le Conseil des 400 fut remplacé par le Conseil des 500, la Boulée, composé de 50 hommes de chaque nouvelle tribu, élus par tirage au sort. C'est précisément le tirage au sort qui était l'instrument clé de la démocratie, car il supposait que tout citoyen était digne et capable de gouverner l'État. C'est Clystène qui introduisit la célèbre procédure de l'ostracisme, qui était un jugement par tesson de poterie.
Une fois par an, l'Assemblée du peuple, l'Ecclésia, pouvait, sans procès ni accusation, exiler de la ville pour 10 ans tout politicien qui, de l'avis de la majorité, devenait trop influent et représentait une menace pour la démocratie. C'était une mesure préventive contre une nouvelle tyrannie. C'est dans ce monde, créé par les réformes de Clisthène, que Périclès naquit et grandit. Il était un fils de son temps, une époque où l'Athénien se percevait comme un citoyen, égal parmi les égaux, doté du droit de vote et de la responsabilité du destin de sa polis. Mais en même temps, il était l'héritier d'une famille ancienne et puissante, auréolée non seulement de gloire, mais aussi d'une sombre malédiction. À l'ombre des grandes réformes, et sur fond du fracas des guerres médiques, grandissait un garçon destiné à devenir l'incarnation de la démocratie athénienne, mais dont les ennemis murmureront jusqu'à la fin de ses jours l'ancienne malédiction qui pesait sur sa lignée. Son origine était à la fois son plus grand atout et son talon d'Achille. Avant de devenir l'Olympien prononçant des discours qui ébranlaient l'Hellade, il fut un jeune homme calme et réservé, absorbant la sagesse des esprits les plus audacieux de son temps. Plongeons dans le monde de sa jeunesse pour comprendre quelles forces ont forgé le caractère du futur premier citoyen d'Athènes. Périclès naquit au cœur même de l'establishment athénien. Son père, Xanthippe, était un politicien et un général de premier plan, un héros des guerres médiques qui commanda la flotte athénienne lors de la bataille décisive de Mycale en 479 avant notre ère, qui anéantit définitivement la puissance navale de la Perse. Mais sa mère, Agaristée, était encore plus noble. Elle était la nièce de ce même réformateur Clisthène et appartenait à la puissante et scandaleusement célèbre famille des Alcméonides. L'histoire des Alcméonides est un véritable thriller politique de l'Antiquité. Leur gloire et leur malédiction commencèrent plus de 100 ans avant la naissance de Périclès, lors de la souillure silonienne. Un aristocrate nommé Cylon, champion olympique, tenta de s'emparer du pouvoir et de devenir tyran. Son complot échoua, et ses partisans se réfugièrent près de l'autel sur l'Acropole, ce qui leur conférait un statut d'inviolabilité. Cependant, l'archonte Mégaclès de la famille des Alcméonides les attira hors de là en leur promettant la vie sauve, puis ordonna perfidement de les massacrer. Ce sacrilège, le meurtre de suppliants près de l'autel d'une déesse, laissa une tache indélébile sur toute la famille. Les Alcméonides furent accusés de souillure et exilés à plusieurs reprises d'Athènes. Leurs adversaires politiques, en particulier à Sparte, utilisèrent cette accusation pendant des décennies comme un puissant instrument de propagande. Chaque fois qu'un Alcméonide réussissait, on lui rappelait « Tu as du sang sur les mains, toi et ta famille êtes maudits ». On le criera au visage de Périclès tout au long de sa carrière. Ainsi, dès son enfance, Périclès se trouva dans une situation paradoxale. D'une part, il appartenait à l'élite, à la famille qui était à l'origine de la démocratie. D'autre part, cette ombre du passé planait sur lui, l'obligeant à être plus prudent, plus réservé et à prouver doublement son dévouement à la polis. L'éducation du jeune Périclès fut la meilleure que pouvait offrir Athènes. Ses précepteurs étaient des hommes dont les idées étaient en avance sur leur temps. L'un d'eux était Damone, un éminent théoricien de la musique. Pour les Grecs, la musique n'était pas un simple divertissement. Ils croyaient que les différents modes et rythmes influaient directement sur l'âme humaine, éduquant au courage ou à la mollesse, à l'ordre ou au chaos. Damon n'enseigna pas tant à Périclès à jouer de la cithare qu'à comprendre l'harmonie, l'ordre et la mesure, qui, selon lui, étaient le fondement non seulement de la musique, mais aussi du gouvernement de l'État. C'est probablement de Damon que Périclès apprit son fameux sang-froid et sa capacité à contrôler ses émotions. Mais le principal mentor intellectuel qui façonna la vision du monde de Périclès fut le philosophe Anaxagore de Clazomène. Ce fut l'un des premiers philosophes à s'installer à Athènes. Anaxagore était un véritable révolutionnaire de la pensée.
Il enseignait que le monde est composé d'une infinité de particules minuscules, les semences de toutes choses, et que la force motrice qui ordonne ce chaos primitif n'est pas le caprice des dieux de l'Olympe, mais un esprit du monde impersonnel qu'il appelait le nous. Il affirmait que le soleil n'est pas le dieu Hélios sur son char de feu, mais une masse de pierre incandescente, plus grande que le Péloponnèse, et que la lune est un corps semblable à la terre, qui brille d'une lumière réfléchie. On ne peut qu'imaginer l'impression stupéfiante que ces idées produisaient sur l'esprit curieux d'un jeune homme dans un monde où le tonnerre était considéré comme la colère de Zeus. La fréquentation d'Anaxagore habitua Périclès à la pensée rationnelle, à la recherche des causes logiques des phénomènes, au scepticisme à l'égard des superstitions et des préjugés. Cela fit de lui le premier politicien intellectuel de l'histoire, qui fondait son action non pas sur des prophéties et des présages, mais sur un calcul sobre et une analyse. Plutarque écrivit que c'est grâce à Anaxagore ce que Périclès intuitit. S'emplit d'une pensée élevée, et se débarrassa de la peur superstitieuse que les phénomènes célestes inspirent aux hommes qui n'en connaissent pas les causes. Cette rationalité deviendra sa force et, en même temps, la cause des accusations d'impiété ou acébie de la part de ses ennemis. On considère également que Périclès fréquenta Zénon d'Élée, disciple de Parménide, célèbre pour ses paradoxes logiques, ou Aporie, tels que Achille et la tortue et la flèche. Ces exercices de dialectique aiguisèrent son esprit, lui apprirent l'art de la controverse, l'habileté à trouver les faiblesses dans l'argumentation de l'adversaire et à construire son propre discours avec une logique impeccable. Contrairement à de nombreux aristocrates de son temps, Périclès, dans sa jeunesse, évitait les banquets bruyants et la vie publique. Il menait une vie retirée, se consacrant entièrement à ses études et à la préparation de sa carrière politique. Plutarque note qu'à Athènes, on ne le voyait que sur une seule route, celle qui menait de sa maison à l'Agora, la place du marché, centre de la vie publique, et à la Boulée, le Conseil des 500. Il n'acceptait pas les invitations à dîner et évitait les cercles d'amis, comprenant que la familiarité porte atteinte à la dignité d'un homme d'État. Il développa un style de comportement et de discours public unique. Sa parole était calme, égale, dépourvue de procédés démagogiques faciles. Il n'essayait pas de flatter la foule, n'en appelait pas à ses émotions du moment. Au lieu de cela, il s'adressait à la raison des citoyens. Ses arguments étaient pesés, sa logique était de fer. Pour cette manière majestueuse de se tenir et la force tonitruante de ses discours, qui semblaient émaner non pas d'un simple mortel mais des hauteurs de l'Olympe, il fut, selon les contemporains, surnommé l'Olympien. Il possédait le don très rare de persuader le peuple d'accepter même des décisions impopulaires mais nécessaires, le guidant plutôt que de céder à ses caprices. Cette combinaison unique d'origine aristocratique, de convictions démocratiques, de pensée rationnelle et d'une maîtrise de soi impeccable le préparait à une grande mission. Athènes attendait son chef et Périclès était presque prêt. L'arène politique d'Athènes au milieu du 5e siècle avant notre ère ressemblait à une arène de gladiateurs. Deux titans, deux mondes différents, deux visions de l'avenir s'y affrontèrent. L'un était un héros de guerre, le favori de l'aristocratie, partisan d'une alliance avec Sparte. L'autre était un jeune intellectuel réservé, le chef du parti des démocrates, qui voyait la grandeur d'Athènes dans sa puissance navale et son indépendance. Leur affrontement était inévitable, et avant que Périclès ne puisse ériger le Parthénon, il devra détruire le dernier bastion de l'ancien monde, le sacré Aréopage. C'est l'histoire de la façon dont un nouveau chef sort de l'ombre, et du fait que parfois, pour créer, il faut d'abord détruire. Périclès ne fit pas une entrée fracassante dans la politique athénienne. Il attendit longtemps, observant et se préparant. La scène politique d'Athènes, après la fin des guerres médiques,
était entièrement occupé par Simon, fils de Miltiade, le vainqueur de Marathon. Simon était tout le contraire de Périclès. C'était le représentant typique de la vieille aristocratie. Riche, généreux, ouvert, un chef militaire courageux et un partisan des valeurs conservatrices. Il s'était illustré par de nombreuses victoires sur les Perses, à la tête de la flotte de la Ligue de Délos, qui était une alliance défensive des cités grecques créée pour poursuivre la lutte contre la Perse. Simon était fabuleusement riche grâce au butin de guerre et dépensait son argent pour gagner la popularité du peuple. Il fit enlever les clôtures de ses jardins, permettant à quiconque de cueillir des fruits, organiser des repas publics pour les pauvres de son dème, c'est-à-dire de son district, et apparaissait toujours accompagné de serviteurs qui distribuaient des vêtements aux nécessiteux. En politique étrangère, Simon était un laconophile convaincu, c'est-à-dire un partisan de l'alliance avec Sparte. Il considérait qu'Athènes et Sparte étaient les deux jougs, qui devaient tirer ensemble le char de la liberté hellénique, et que leur rivalité était funeste pour la Grèce. En politique intérieure, il s'appuyait sur l'Aréopage. L'Aréopage était le plus ancien conseil, composé d'anciens archontes qui occupaient leurs fonctions à vie, ayant initialement un pouvoir immense. À l'époque de Périclès, il avait déjà perdu de nombreuses fonctions, mais conservait encore des leviers cruciaux, tels que le contrôle du respect des lois, la surveillance des mœurs et surtout le jugement des affaires de meurtre et des crimes graves. L'Aréopage était le bastion de l'aristocratie et du conservatisme, un frein à une démocratisation plus poussée. Périclès, entrant sur la scène politique vers les années 460 avant notre ère, rejoignit immédiatement le Parti démocratique en devenant son chef. Son principal allié dans cette lutte fut Éphialtès, un homme d'une réputation irréprochable, honnête et incorruptible, un farouche adversaire de l'oligarchie. Périclès et Éphialtès comprirent que tant que l'Aréopage conserverait son pouvoir, la démocratie ne serait pas complète. Ils lancèrent une attaque systématique contre ce dernier bastion de l'aristocratie. Périclès, usant de son art oratoire, engagea l'un après l'autre devant le tribunal populaire des procès contre des membres de l'Aréopage, les accusant de corruption et d'abus. Cela sapait l'autorité de tout l'organe aux yeux du démos. Le moment opportun pour le coup décisif arriva en 462 avant notre ère. Un très violent tremblement de terre secoua Sparte, détruisant la ville, puis une révolte des Ilotes, les esclaves d'État sur le travail desquels reposait toute la société spartiate, éclata. Sparte, se trouvant dans une situation désespérée, demanda l'aide de ses alliés, y compris Athènes. Simon, fidèle à ses principes, persuada l'assemblée du peuple d'envoyer à Sparte un corps d'hoplites sous son commandement. Il disait « Il ne faut pas laisser les Lades boiter, ni Athènes perdre son second joug. » Cette décision lui fut fatale. Lorsque le contingent athénien arriva en Laconie, les Spartiates, toujours méfiants envers les Athéniens, intrigants et révolutionnaires, craignirent qu'ils ne passent du côté des Ilotes révoltés. Sous un prétexte fallacieux, ils furent les seuls de tous les alliés à renvoyer le contingent athénien, infligeant à Athènes une humiliation publique. La colère et l'humiliation ressenties par les Athéniens furent immenses. Tout le capital politique de Simon, bâti sur l'amitié avec Sparte, s'effondra en un instant. Pendant que Simon était en campagne, Éphialtès et Périclès ne perdirent pas de temps. Ils soumirent à l'assemblée du peuple une loi qui privait l'Aréopage de la quasi-totalité de ses fonctions politiques. Désormais, le contrôle des lois et des magistrats passait à l'assemblée du peuple, au Conseil des 500 et au tribunal populaire, les liés. L'Aréopage ne conservait que les fonctions de tribunal pour les affaires criminelles de meurtre avec préméditation et certains crimes religieux. C'était en substance un coup d'État démocratique qui achevait l'œuvre de Clisthène. La totalité du pouvoir passa définitivement entre les mains du démos. Lorsque Simon revint à Athènes, il tenta d'annuler la réforme, mais il était trop tard. Son autorité était minée.
En 461 avant notre ère, Périclès et ses partisans obtinrent l'ostracisme de Cimon. Le chef du parti aristocratique fut exilé de la ville pour 10 ans. La voie était libre pour Périclès, mais la victoire fut assombrie par une tragédie. Peu après la Réforme, Éphialtès fut assassiné. La nuit, dans l'obscurité, un inconnu lui porta un coup mortel. L'assassin ne fut jamais retrouvé. Plutarque écrit que des rumeurs circulaient parmi le peuple, selon lesquelles les aristocrates étaient derrière cela, pour se venger de l'humiliation de l'Aréopage, et certains nommaient même comme exécutant un certain Aristodikos de Tanagra. Cet assassinat montra à quel point la lutte politique était acharnée. Après la mort de son compagnon plus âgé, Périclès resta le chef unique du Parti démocratique. Le pouvoir qu'il avait si longtemps convoité était désormais entre ses mains. Mais ce n'était pas simplement le pouvoir pour le pouvoir. Périclès avait un grand dessein. Le pouvoir n'est pas une fin, mais un instrument. L'ayant obtenu, Périclès se trouva face à la question principale. Qu'en faire? Sa réponse changea non seulement le visage d'Athènes, mais aussi tout l'équilibre des forces dans le monde grec. Certains le qualifieront de créateur de la plus grande puissance navale et de mécène des arts, qui transforma sa cité en l'école de l'Hellade. D'autres le traiteront de tyran, qui a servi ses alliés et construisit ses magnifiques temples avec l'argent collecté pour la défense commune. Ce chapitre raconte l'héritage ambivalent de Périclès, la splendeur et l'ombre de l'empire athénien, la manière dont le trésor de guerre se transforma en budget du projet de construction le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Devenu le premier homme de l'État, Périclès commença à mettre en œuvre son programme, qui se composait de 3 parties principales: une démocratisation plus poussée, le renforcement de la puissance militaire d'Athènes et la transformation de la cité en capitale culturelle et économique de l'Hellade. Périclès comprenait que la démocratie de Clystène, bien que progressiste, avait un inconvénient majeur. Elle n'était accessible pour l'essentiel qu'aux citoyens aisés. Un pauvre, qui devait travailler chaque jour pour nourrir sa famille, ne pouvait tout simplement pas se permettre de passer son temps aux assemblées du peuple, au tribunal ou au conseil, même si la loi lui en donnait le droit. Pour rendre la démocratie réelle et non formelle, Périclès introduisit une innovation révolutionnaire: la rémunération des charges publiques. Il fit adopter une loi selon laquelle les membres du Conseil des 500, les juges de l'Héliée et les autres magistrats, élus par tirage au sort, recevraient un salaire pour chaque jour d'exercice de leurs fonctions. Le montant de la rémunération était modeste, seulement 2 ou 3 oboles par jour, ce qui correspondait à peu près au salaire journalier d'un ouvrier non qualifié. Mais c'était suffisant pour que même le citoyen le plus pauvre puisse, sans craindre de mourir de faim, participer à la gestion de la police. Plus tard, une indemnité fut également introduite pour la participation à l'Assemblée du peuple. De plus, Périclès institua le théorikon, c'est-à-dire une allocation spéciale pour assister au théâtre. Les représentations théâtrales à Athènes n'étaient pas un simple divertissement, mais une partie essentielle de l'éducation civique et religieuse. Sur scène, les tragédiens Sophocle et Euripide soulevaient les questions les plus complexes de la morale, du devoir et de la condition humaine. Périclès considérait que chaque citoyen, quelle que soit sa fortune, devait avoir accès à ces leçons. Les adversaires de Périclès, principalement issus des cercles aristocratiques, criaient qu'il corrompait le peuple avec des subsides, l'habituait à l'assistanat et transformait les citoyens en mercenaires au service de l'État. Mais pour Périclès, c'était une démarche de principe. Il faisait de la participation à la vie politique non plus un privilège des riches, mais un droit réel et un travail rémunéré pour tous. Mais où trouver l'argent pour toutes ces dépenses, ainsi que pour l'entretien d'une flotte et d'une armée des plus puissantes? La réponse était simple et cynique: dans le trésor de la Ligue de Délos. La Ligue de Délos, comme nous nous en souvenons,
avait été créé après les guerres médiques comme une alliance défensive contre la Perse. Son centre était l'île sacrée de Délos, où se trouvait le trésor commun. Les membres de la Ligue, principalement des cités insulaires et maritimes de la mer Égée, s'engageaient soit à fournir des navires pour la flotte commune, soit à verser une contribution financière, le phoros. Progressivement, la plupart des alliés préférèrent payer en argent, reportant tout le poids de la guerre sur Athènes. La flotte athénienne devint le noyau des forces armées de la Ligue, et Athènes son hégémon incontesté. Sous Périclès, ce processus de transformation de la Ligue en empire, ou, comme le disaient les Athéniens, en archais, atteignit son apogée. Toute tentative de quitter la Ligue était brutalement réprimée. Lorsque la riche île de Thasos se révolta, les Athéniens, après un long siège, la prirent, rasèrent ses murs, confisquèrent sa flotte et l'obligèrent à payer une énorme contribution. Un sort similaire attendit d'autres. D'alliés égaux, ils devinrent des sujets, contraints de payer un tribut à Athènes. Le point culminant de ce processus fut le transfert du trésor de la Ligue de Délos à Athènes en 454 avant notre ère, sous prétexte de mieux le protéger des Perses. Désormais, l'argent des alliés était sous le contrôle total des Athéniens. Périclès n'y voyait rien de répréhensible. Dans l'un de ses discours, rapporté par Thucydide, il dit explicitement « Notre cité jouit de la plus grande gloire parmi tous les hommes pour n'avoir pas cédé devant les malheurs, pour avoir dépensé à la guerre plus de vies et d'efforts qu'aucune autre, et pour avoir acquis la plus grande puissance jusqu'à notre temps. Et même si maintenant nous devions céder en quelque chose, car tout ce qui est né est destiné à décliner, le souvenir que nous, Hellènes, avons régné sur le plus grand nombre d'Hellènes, restera à jamais. » Il considérait que, puisque Athènes portait tout le poids de la défense de l'Hellade contre les barbares, elle avait le plein droit de disposer de l'argent des alliés à sa guise. Pour renforcer le contrôle sur l'Empire, Périclès utilisa largement la pratique des cléroukies. C'étaient des colonies militaires et agricoles athéniennes sur les territoires des alliés. Des milliers de citoyens athéniens les plus pauvres recevaient des parcelles de terre dans différentes parties de la mer Égée, ce qui résolvait 3 problèmes à la fois. Cela réduisait la tension sociale à Athènes, créait des points d'appui de l'influence athénienne dans tout l'Empire et servait de rappel constant aux alliés de qui était le maître. Et nous arrivons maintenant au projet le plus grandiose de Périclès, qui a immortalisé son nom. Les fonds immenses qui affluaient à Athènes du trésor de l'Empire, il décida de les consacrer à la reconstruction de l'acropole, détruite par les Perses, avec un éclat jusqu'alors inconnu. Ce n'était pas un simple projet de construction, mais un programme idéologique. Périclès voulait créer un symbole visible et matériel de la puissance, de la richesse et de la supériorité culturelle d'Athènes. Le plan était grandiose. Il prévoyait l'érection de tout un complexe de bâtiments. Le joyau principal devait être le nouveau temple de la déesse protectrice de la cité, Athéna Parthénos, c'est-à-dire la Vierge, qui reçut le nom de Parthénon. Pour sa construction, les meilleurs architectes, Iktinos et Callicratès, furent invités. La direction générale de tout le projet et la création du décor sculptural furent confiées par Périclès à son ami, le sculpteur de génie Phidias. La construction commença en 447 avant notre ère et dura 15 ans. Ce fut un chantier gigantesque qui donna du travail à des milliers de personnes, tailleurs de pierre, charpentiers, sculpteurs, peintres, charretiers. L'argent y coulait à flot, ce même argent des alliés. L'opposition, dirigée par un politicien nommé Thucydide, non pas le célèbre historien mais le gendre de Simon, attaqua violemment Périclès. Il criait ayant « Les Lades voient que nous, ayant pris en dépôt le trésor commun, le pillons sans vergogne. Notre cité, telle une femme débauchée, se pare d'or, s'orne de pierres précieuses et de temples coûtant des milliers de talents. » En réponse,
Périclès, s'exprimant à l'assemblée du peuple, prononça un discours célèbre. Il déclara qu'Athènes n'avait pas à rendre de compte aux alliés pour l'argent dépensé, puisqu'elle remplissait sa principale obligation, à savoir les protéger des Perses. Il dit « Qu'ils donnent qu'un de l'argent, et nous nous battrons pour eux. C'est un marché honnête. » Puis il fit un coup politique de génie. Il dit « Si vous estimez que les dépenses sont trop élevées, qu'elles soient inscrites non pas au compte du peuple, mais à mon compte personnel. Mais alors, les inscriptions sur tous ces magnifiques édifices proclameront qu'ils ont été consacrés aux dieux par Périclès, fils de Xantippe. » Cet argument terrassa le peuple. Les Athéniens, saisis de fierté, se mirent à crier qu'ils pouvaient dépenser autant qu'ils voulaient du trésor public, sans rien épargner. Et il n'épargna rien. Le Parthénon devint le sommet de la pensée architecturale et artistique. Construit en marbre blanc du Pentélique, il était parfait dans ses proportions. Les architectes appliquèrent des corrections optiques des plus complexes, telles que la courbure et l'entasie, pour que le bâtiment, qui a en réalité de nombreuses lignes courbes, soit perçu visuellement comme absolument rectiligne et harmonieux. Le décor sculptural de Phidias stupéfiait l'imagination. Sur les métopes, des plaques carrées sur le pourtour étaient représentées des batailles mythologiques, des dieux contre des géants, des Grecs contre des Amazones, des Lapites contre des centaures, la chute de Troie. Tout cela était des allégories de la grande bataille de la civilisation, c'est-à-dire d'Athènes, contre la barbarie, c'est-à-dire la Perse. Sur la frise intérieure se déroulait la grandiose procession des Panathénées, la principale fête athénienne, immortalisant dans le marbre tout le peuple athénien, allant adorer sa déesse. Et à l'intérieur du temple se dressait la statue de 12 mètres d'Athéna Parthénos, réalisée par Phidias en technique chryséléphantine, c'est-à-dire en or et en ivoire. Le vêtement seul de la déesse était fait de plus d'1 tonne d'or pur et était amovible en cas de difficultés financières de l'État. Outre le Parthénon, sur l'acropole furent érigées des portes monumentales, les propylées, créées par l'architecte Mnésiclès, qui était considéré comme un chef-d'œuvre non moins grand. À côté d'elle fut construit un petit et élégant temple de Niké Aptéros, la victoire aptère ou sans elle. Plus tard fut également érigé l'Érectéion, au plan complexe, avec son célèbre portique des Cariatides. Au pied de l'acropole fut construit l'Odéon, un bâtiment couvert pour les concours musicaux. Le programme de Périclès transforma Athènes en la plus magnifique cité du monde antique. Mais cette beauté fut construite sur la puissance impériale et payée par le tribut des alliés asservis. L'âge d'or d'Athènes ne fut d'or que pour les Athéniens. Pour le reste de l'Héladée, il avait de plus en plus le reflet froid de l'acier. Et cet éclat irritait de plus en plus le principal rival d'Athènes, Sparte. L'affrontement des deux mondes devenait inévitable. La grandeur d'une époque ne se mesure pas seulement à la taille de ses temples et à la puissance de sa flotte. Elle se mesure à la force des idées qui y naissent. L'Athènes de Périclès n'était pas seulement une capitale militaire et politique, elle était le creuset de la pensée humaine. Tandis que les tailleurs de pierre façonnaient le marbre pour le Parthénon, sur l'agora et dans les maisons d'Athènes, d'autres artisans façonnaient les concepts, affinaient la logique et remettaient en question tout ce qui semblait immuable. Entrant donc dans ce monde d'idées en ébullition, où un ami de Périclès osa appeler le soleil une pierre, où les tragédies enseignaient aux citoyens plus que les politiciens, et où errait un homme aux pieds nus dont les questions allaient changer la philosophie occidentale à jamais. Périclès n'était pas un simple commanditaire et mécène. Il était un participant actif et le centre de la vie intellectuelle de son temps. Sa maison était ouverte aux esprits les plus brillants et les plus audacieux de l'Héladée. Il créa autour de lui une atmosphère de liberté de pensée, dans laquelle s'épanouirent la philosophie, la dramaturgie, l'histoire et la rhétorique. La figure centrale de ce cercle intellectuel restait le philosophe Anaxagore.
sa doctrine du nous, l'esprit du monde, et ses vues sur les sciences naturelles nourrissaient l'esprit de Périclès lui-même. Cependant, pour la plupart des Athéniens, élevés au mythe d'Homère, de telles idées étaient choquantes et blasphématoires. Affirmer que les astres n'étaient pas des divinités, mais des objets matériels, signifiait porter atteinte au fondement même de la religion et de l'ordre public. Les ennemis de Périclès ne pouvaient l'attaquer directement en raison de sa popularité, alors ils frappaient son entourage. Une accusation d'acébie, c'est-à-dire d'impiété, fut portée contre Anaxagore. Il risquait la peine de mort. Périclès, selon Plutarque, dut plaider personnellement au tribunal et, les larmes aux yeux, supplier les juges d'épargner son vieux maître. Finalement, Anaxagore fut soit acquitté, soit, ce qui est plus probable, Périclès l'aida secrètement à fuir Athènes. Ce procès fut un signal d'alarme. Même dans la très démocratique Athènes, la liberté de penser avait ses limites. À la même époque, les sophistes, des maîtres de sagesse itinérants, affluaient à Athènes. Des figures telles que Protagoras, Gorgias, Prodicos proposaient, contre rémunération, d'enseigner à quiconque l'art de l'éloquence, l'art de penser, et surtout, de rendre l'argument faible plus fort. Protagoras proclama sa célèbre thèse « L'homme est la mesure de toute chose », ce qui signifiait un refus de la vérité absolue et un recentrage sur la perception subjective. Pour la démocratie athénienne, où tout se décidait à l'assemblée du peuple et au tribunal, l'art de convaincre était une compétence vitale. Les sophistes devinrent les premiers pédagogues professionnels enseignant la réussite politique. Périclès, sans aucun doute, les fréquenta, appréciant leur contribution au développement de la rhétorique et de la logique, bien qu'il ne partageât pas leur relativisme moral. Le théâtre, à l'époque de Périclès, atteignit son apogée. Les grands tragédiens n'étaient pas de simples écrivains, ils étaient les éducateurs du peuple. Échille, vétéran de la bataille de Marathon, dans ses tragédies comme Les Perses et la trilogie de l'Orestie, méditait sur la victoire contre la barbarie, les problèmes de la justice divine et de la malédiction familiale. Sophocle, qui, selon la tradition, était l'ami de Périclès et occupa même le poste de stratège à ses côtés, explorait dans ses pièces comme Édipe roi et Antigone le destin tragique de l'homme face à la volonté des dieux et aux lois non écrites de la morale. Ces héros sont des natures entières, héroïques. Le plus jeune de la grande trinité Euripide était déjà un homme d'une nouvelle ère, un sceptique et un psychologue. Il faisait descendre ses héros de leur cothurne, montrait leurs passions, leurs doutes et leurs souffrances, critiquait les mythes traditionnels et remettait en question les valeurs admises. Ces tragédies, par exemple Médée et Les Troyennes, étaient pleines d'une psychologie aiguë et d'une compassion pour les souffrants, même s'il s'agissait des ennemis troyens. Périclès, en tant que chef de l'État, assista sans aucun doute à toutes ces représentations qui faisaient partie des fêtes publiques. Ces tragédies façonnaient la vision du monde des citoyens, les faisant réfléchir aux questions les plus complexes de l'existence, et Périclès comprenait leur immense rôle éducatif. À la même époque, le père de l'histoire, Hérodote, créait son œuvre à Athènes. Il voyagea dans toute l'œcumène connue alors, de l'Égypte à la Scythie, et rassembla des matériaux pour son œuvre grandiose consacrée aux guerres médiques. Mais ce n'était pas une simple chronique. Hérodote décrivait les mœurs, les coutumes, la géographie et l'histoire de différents peuples, essayant de comprendre les causes du grand affrontement entre l'Ouest et l'Est. Son œuvre, lue, selon la tradition, à Athènes, fut accueillie avec enthousiasme et il reçut lui-même une importante récompense financière du gouvernement athénien. Et enfin, c'est dans l'Athènes de Périclès que parcourait déjà les rues et les places un jeune sculpteur et tailleur de pierre, un homme étrange aux pieds nus et au visage laid, qui n'enseignait personne, mais engageait des conversations avec tous, leur posant des questions simples mais redoutables. Qu'est-ce que le bien?
qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le courage? Il s'appelait Socrate. Il était tout le contraire des sophistes, car il ne prenait pas d'argent, affirmait qu'il ne sait qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien. Et par sa manière ironique, appelée maïeutique, l'art d'accoucher les esprits, il amenait ses interlocuteurs à douter de leur propre connaissance et à commencer la recherche de la vérité. Pour l'instant, il n'était qu'une des nombreuses figures pittoresques de l'agora athénienne, mais ses dialogues avec de jeunes aristocrates, comme Alcibiade, pupille de Périclès, jetaient déjà les bases de toute la philosophie occidentale future. L'Athènes de Périclès était un lieu d'une concentration intellectuelle incroyable. La vieille mythologie et la nouvelle philosophie, la foi dans les dieux et l'analyse rationnelle, la tragédie héroïque et la psychologie sceptique s'y affrontaient. Périclès ne se contenta pas d'encourager cela. Il était lui-même un produit de cette époque et son moteur actif. Il croyait que la force d'Athènes ne résidait pas seulement dans sa flotte de 300 trières et dans le marbre du Parthénon, mais aussi dans la force de la raison, dans la liberté de parole et dans une quête intellectuelle constante. Il créa une cité qui devint, selon ses propres mots, l'école de toutes les Ladées. Mais cette façade brillante avait aussi son revers personnel, plein de passion, de scandales et de tragédies. Derrière chaque grand homme, dit-on, se cache une grande femme. Mais que se passe-t-il si cette femme est une étrangère, une courtisane et une philosophe tout à la fois? Si son esprit est plus vif que celui de bien des hommes d'État, et si son influence sur le premier citoyen d'Athènes devient l'objet de sales rumeurs et d'attaques politiques. L'histoire de Périclès serait incomplète sans l'histoire d'Aspasie de Milet, la femme la plus célèbre et la plus calomniée de la Grèce classique. C'est le récit d'un amour qui a défié toutes les conventions et de la fragilité de la réputation même du plus puissant des souverains. La vie personnelle de Périclès avant sa rencontre avec Aspasie était tout à fait traditionnelle pour un aristocrate athénien. Il était marié à une de ses parentes, dont il eut 2 fils, Xanthippe et Paralos. Cependant, ce mariage, semble-t-il, ne fut pas heureux. D'un commun accord, ils divorcèrent, et Périclès maria son ex-femme à un autre. Ses fils, en particulier l'aîné Xanthippe, devinrent des dissipateurs et des bons à rien, et leur relation avec leur père était extrêmement tendue. Xanthippe répandit même de sales rumeurs sur Périclès, racontant sur l'agora des anecdotes sur ses conversations philosophiques à la maison. Mais toute sa vie bascula lorsqu'il rencontra Aspasie. Elle était arrivée à Athènes de Milet, une cité ionienne prospère d'Asie mineure, réputée pour sa haute culture. Aspasie n'était pas seulement belle, elle possédait une intelligence brillante, une excellente éducation et le don de l'éloquence. N'étant pas citoyenne athénienne, elle n'était pas soumise aux restrictions sévères imposées aux femmes athéniennes de bonne famille. Une Athénienne devait mener une vie recluse, n'apparaissant en public que lors des fêtes religieuses. Son lot était le foyer et les enfants. Aspasie, elle, était libre. À Athènes, elle tenait apparemment un salon que fréquentaient les personnalités les plus en vue de la cité, y compris Socrate et ses disciples. Son statut était ambigu. Ses ennemis la traitaient d'étaïre et de tenancière de maisons closes, l'accusant de fournir des jeunes filles aux nobles Athéniens pour leur plaisir. Ses amis, en revanche, voyaient en elle une intellectuelle exceptionnelle, dont les conseils étaient appréciés et les discours écoutés. Périclès tomba éperdument amoureux d'elle. Cet amour fut si fort que lui, le premier citoyen d'Athènes, vécut ouvertement avec elle comme avec sa femme, bien que selon les lois athéniennes, leur mariage ne pouvait être reconnu comme légal, car elle était une étrangère. Leur fils, également nommé Périclès, était considéré comme un bâtard, ou notos, et n'avait pas de droit civique. Plutarque écrit que Périclès, connu pour sa retenue, chaque jour, en quittant la maison et en y revenant, embrassait tendrement Aspasie, ce qui était une manifestation de sentiment inouï pour un mari athénien.
L'influence d'Aspasie sur Périclès, semble-t-il, fut énorme, en particulier dans le domaine de la rhétorique. Des rumeurs couraient qu'elle l'aidait à écrire ses célèbres discours. Socrate, selon Platon et Xénophone, parlait d'elle avec un immense respect, la qualifiant de sa maîtresse. Dans l'un des dialogues de Platon, Socrate attribue même ironiquement à Aspasie la paternité du célèbre « discours funèbre » de Périclès. Bien sûr, une telle situation ne pouvait que provoquer de violentes attaques de la part des ennemis de Périclès. Les auteurs de comédies, dont les pièces étaient le principal média de l'époque, se moquaient d'eux sans pitié. Dans les comédies, Aspasie était appelée Omphale et Déjanire, nom de reine mythique qui avait asservi Héraclès par leur amour, et Périclès lui-même était surnommé le Nouveau Zeus, et sa bien-aimée Héra. On l'accusait de tous les péchés capitaux. On disait que c'était à cause d'elle, pour plaire aux Milésiens, que Périclès avait entraîné Athènes dans la guerre contre l'île de Samos. Et l'accusation la plus grave était qu'elle aurait corrompu les femmes athéniennes, les détournant de leur famille pour participer à ces réunions intellectuelles, et peut-être pas seulement. Une accusation d'impiété et de proxénétisme fut portée contre Aspasie, comme contre Anaxagore. Le procès fut mené par l'auteur de comédies Hermippé. C'était une attaque directe contre Périclès. Il dut de nouveau défendre personnellement un être cher. Selon les sources, lors de sa plaidoirie au tribunal, l'Otinta. Olympien Peu, Nasumki. Périclès, qui n'avait jamais montré ses sentiments en public, ne put se retenir et pleura, implorant la clémence des juges. La vue du premier citoyen en larmes eut un tel effet sur les juges qu'Aspasie fut acquittée. Cette histoire montre à quel point Périclès était vulnérable dans sa vie personnelle. Son amour pour une étrangère, une intellectuelle, une femme à la réputation scandaleuse, était sa force et sa faiblesse. Elle lui apportait un soutien émotionnel et intellectuel qu'il n'avait pas trouvé dans son premier mariage. Mais elle donnait aussi à ses ennemis une source inépuisable d'insinuations et d'attaques politiques. La relation de Périclès et d'Aspasie fut un phénomène unique pour l'Athènes classique. C'était l'union de deux esprits brillants, de deux personnalités fortes, qui défiaient une société conservatrice. Et ce défi, comme la construction du Parthénon, comme la création de l'Empire, faisait partie du grand et audacieux projet de Périclès de refaçonner le monde. Cependant, les nuages s'amoncelaient déjà à l'horizon. Ce ne seraient pas les scandales personnels, mais une grande guerre qui deviendrait l'épreuve principale pour Périclès et sa cité. Une paix conclue pour 30 ans dure rarement le tiers de ce temps, surtout si elle est conclue entre deux prédateurs convoitant la même proie. Après des décennies d'escarmouches locales et de rivalités croissantes, l'Hellade semblait avoir trouvé un équilibre fragile. Mais sous cette mince couche de glace bouillonnait la lave d'une méfiance mutuelle, de griefs économiques et d'ambitions impériales. Bientôt, 3 conflits mineurs, apparemment insignifiants dans des coins reculés du monde grec, deviendront les étincelles qui allumeront un incendie dévorant. Un incendie qui entrera dans l'histoire sous le nom de guerre du Péloponnèse. La période qui suivit l'exil de Cimon et les réformes d'Éphialtès fut marquée non seulement par des transformations internes à Athènes, mais aussi par un changement de cap en politique étrangère. Périclès renonça à la politique pro-spartiate de Cimon et s'engagea dans une rivalité ouverte avec Sparte pour l'hégémonie en Grèce. Cela conduisit à ce que l'on appelle la première guerre du Péloponnèse, qui dura de 460 à 445 avant notre ère. Ce fut une série de conflits locaux, au cours desquels Athènes conclut une alliance avec les ennemis de Sparte, Argos et la Thessalie, soumis à son influence la Béotie et la Phocide, étendant son pouvoir sur toute la Grèce centrale. La réalisation la plus importante de cette période fut la construction des longs murs, qui était un corridor de 2 puissants murs reliant Athènes à son port du Pirée. Cette idée,
attribuée soit à Périclès, soit à Thémistocle, eut une importance stratégique colossale. Désormais, Athènes se transformait en une forteresse insulaire imprenable. Même si l'ennemi dévastait toute l'Attique, la cité reliée à la mer pouvait être approvisionnée sans entrave en nourriture et en ressources de tout son empire maritime. Cependant, une guerre sur deux fronts contre la Perse à l'est et la Ligue du Péloponnèse dirigée par Sparte à l'ouest dépassait les forces d'Athènes. L'échec catastrophique de l'expédition athénienne en Égypte, envoyée pour aider les révoltés contre les Perses, où presque toute la flotte et l'armée périrent, obligea Périclès à revoir sa politique. En 449 avant notre ère, la paix de Callias fut conclue avec la Perse, mettant formellement fin aux guerres médiques. Et en 446 ou 445 avant notre ère, après qu'Athènes eut perdu le contrôle de la Béotie et qu'une armée spartiate eut envahi l'Attique, Périclès fut contraint de conclure avec Sparte une paix de Trentans. Ce traité divisait de fait l'Hellade en deux sphères d'influence. Sparte reconnaissait l'empire maritime athénien et Athènes renonçait à ses prétentions à l'hégémonie sur terre et dissolvait son alliance terrestre. Le traité interdisait aux alliés de changer de camp, mais permettait aux cités neutres de rejoindre l'un ou l'autre. Un compromis semblait avoir été trouvé, mais en réalité, ce n'était qu'une trêve. Les contradictions fondamentales n'avaient pas disparu. Sparte et ses alliés regardaient avec anxiété et haine la puissance et la richesse croissante d'Athènes. Athènes, de son côté, se sentant maîtresse des mers, se comportait de manière de plus en plus audacieuse et provocante. La paix ne dura que 14 ans. L'historien Thucydide, contemporain des événements et principal chroniqueur de la guerre, distingue la cause véritable et cachée du conflit. Il estimait « La cause la plus vraie, bien que la moins avouée dans les discours, je la considère être que les Athéniens, par leur puissance accrue, inspirèrent la peur aux Lacédémoniens et les contraignirent ainsi à la guerre. Mais il y eut aussi des prétextes concrets, 3 nœuds qu'il fut impossible de dénouer par la diplomatie. Le premier fut le conflit autour de Corcyre, aujourd'hui Corfou. Corcyre était une île riche dotée d'une flotte puissante, la deuxième en force après celle d'Athènes. C'était une colonie de Corinthe, principal allié maritime et commercial de Sparte. Un conflit éclata entre Corcyre et Corinthe au sujet de leur colonie commune, Épidane. L'affaire en vint à la guerre, et les Corcyréens, craignant la puissance de Corinthe, demandèrent l'aide d'Athènes, la priant de les accepter dans son alliance. Les Athéniens se trouvèrent face à un choix difficile. Accepter Corcyre signifiait violer l'esprit de la paix de Trentans et se faire de Corinthe un ennemi mortel. Refuser signifiait permettre aux Corinthiens de s'emparer de la puissante flotte corcyréenne et de renforcer considérablement la puissance navale de la Ligue du Péloponnèse. Périclès trouva une solution de compromis. Il persuada l'assemblée du peuple de conclure avec Corcyre non pas une alliance offensive, mais purement défensive. Dans la bataille des îles Sybota entre les flottes de Corinthe et de Corcyre, une petite escadre athénienne observa d'abord de loin, mais lorsque les Corcyréens commencèrent à perdre, les Athéniens intervinrent, empêchant les Corinthiens de remporter une victoire complète. Pour Corinthe, cela équivalait à une déclaration de guerre. Le deuxième prétexte fut le siège de Potidée. Potidée, ville de la péninsule de Chalcidique, se trouvait dans une position unique. Elle était membre de la Ligue de Délos et payait le phoros, mais était en même temps une colonie de Corinthe et recevait chaque année de là ses plus hauts magistrats. Craignant que Potidée, sous l'influence de Corinthe, ne fasse sécession, les Athéniens exigèrent qu'elle rase une partie de ses fortifications, livre des otages et n'accepte plus de magistrats corinthiens. Potidée refusa et se révolta. Les Athéniens assiégèrent la ville. Corinthe, de son côté, perçut cela comme une atteinte à ses intérêts et envoya un détachement de volontaires au secours des assiégés.
La troisième cause fut le décret de Mégare, ou Pséphisma. Ce fut la mesure la plus douloureuse pour les alliés de Sparte. Mégare, une petite cité coincée entre l'Attique et l'isthme de Corinthe, était membre de la Ligue du Péloponnèse, sous prétexte que les Mégariens auraient cultivé une terre sacrée, dédiée à la déesse Déméter et accueilli des esclaves athéniens en fuite. Périclès fit passer à l'assemblée du peuple un décret interdisant aux marchands mégariens de commercer sur le marché d'Athènes et d'entrer dans tous les ports de l'empire athénien. Pour Mégare, dont l'économie était étroitement liée au commerce maritime, c'était un blocus économique équivalent à un étranglement. Corinthe et Mégare, poussés au désespoir, se tournèrent vers Sparte, accusant Athènes de violation de la paix et d'agression. En 432 avant notre ère, un congrès de la Ligue du Péloponnèse se tint à Sparte. Après les discours enflammés des Corinthiens, qui accusaient les Spartiates de lenteur, et l'intervention des ambassadeurs athéniens qui défendaient leur droit à l'empire, l'assemblée du peuple spartiate l'appela, conclut par un vote secret que les Athéniens avaient violé le traité. La guerre était décidée. Les Spartiates, cependant, ne se hâtèrent pas de commencer les hostilités et envoyèrent à Athènes plusieurs ambassades avec des ultimatums. Ils exigèrent d'abord que les Athéniens chassent la souillure des Alcméonides, ce qui était une pique personnelle adressée à Périclès et un rappel de l'ancienne malédiction de sa famille. Puis les exigences devinrent plus concrètes. Lever le siège de Potidée et surtout abroger le décret de Mégare. Des débats animés commencèrent à Athènes. Beaucoup étaient prêts à faire des concessions pour éviter la guerre, mais Périclès fut inflexible. Il prit la parole à l'assemblée du peuple dans l'un de ses plus célèbres discours. Il soutint que céder sur une petite chose, sur la question du décret de Mégare, serait perçu comme une preuve de faiblesse et entraînerait de nouvelles exigences, encore plus humiliantes. Il dit, « Si vous cédez, ils vous demanderont aussitôt de céder sur quelque chose de plus important. » Tandis qu'un refus ferme dès le début leur inspirera l'idée qu'ils doivent vous traiter en égaux. Périclès exposa son plan stratégique pour la guerre. Il comprenait que sur terre, l'armée d'hoplites athéniens ne pourrait pas résister à la phalange spartiate invincible. Il proposa donc une stratégie défensive sur terre et active sur mer. Lorsque les Spartiates envahiraient l'Attique, toute la population rurale devrait se réfugier derrière les longs murs, abandonnant au pillage leurs maisons et leurs champs. Athènes, transformée en une forteresse insulaire imprenable, serait approvisionnée en tout le nécessaire par la mer. En même temps, la puissante flotte athénienne dévasterait les côtes du Péloponnèse, infligeant à l'ennemi des dommages économiques et sapant son prestige. Périclès était convaincu que Sparte, n'ayant pas de grandes réserves financières, n'aurait tout simplement pas les ressources pour une longue guerre et serait contrainte de demander la paix à des conditions avantageuses pour Athènes. Le discours de Périclès convainquit les Athéniens. Ils rejetèrent l'ultimatum spartiate. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. En 431 avant notre ère, l'allié de Sparte, Thèbes, attaqua l'allié d'Athènes, Platée. La grande guerre du Péloponnèse, qui durera 27 ans et anéantira plus d'une génération d'Hellènes, avait commencé. Même le plan le plus génial, le calcul le plus sobre peut être anéanti par une force qu'il est impossible de prévoir et de maîtriser. Périclès avait tout calculé, la puissance de sa flotte, l'inexpugnabilité de ses murs, ses ressources financières, mais il n'avait pas tenu compte d'une chose, d'un ennemi invisible et impitoyable, qui viendrait non pas de la terre ni de la mer, mais qui s'infiltrerait au cœur même de la cité surpeuplée. Les dernières années de la vie du grand stratège devinrent une course pour la survie, où sur un plateau de la balance reposait sa stratégie militaire, et sur l'autre, la peste qui fauchait son peuple, sa famille et, finalement, lui-même. C'est un dénouement digne d'une tragédie grecque.
La guerre commença en parfaite conformité avec le plan de Périclès. Au printemps 431 avant notre ère, une immense armée de Péloponnésiens, sous le commandement du roi spartiate Archidamos, envahit l'Attique. Comme prévu, toute la population rurale, abandonnant ses maisons, ses fermes et ses oliveraies, se réfugia à Athènes, remplissant tout l'espace entre les longs murs. La ville se transforma en un gigantesque camp de réfugiés surpeuplés. Les Spartiates abattirent impunément les oliviers et incendièrent les récoltes, essayant d'attirer l'armée athénienne dans une bataille décisive en rase campagne. Mais Périclès fut inflexible. Il ne permit pas aux Athéniens de sortir des murs, malgré leur colère et leurs murmures. Au lieu de cela, il envoya une flotte de centrières dévaster les côtes du Péloponnèse. La première année de la guerre se déroula comme l'avait prédit Périclès. Les Spartiates, après être restés en Attique une quarantaine de jours et n'avoir pas obtenu de bataille, repartirent. La flotte athénienne opéra avec succès en mer. En hiver, les Athéniens enterrèrent avec la solennité qui convenait les premières morts de la guerre. C'est alors que Périclès prononça son célèbre « oraison funèbre » que rapporte Thucydide dans son histoire. Dans ce discours, il ne pleurait pas tant les morts qu'il ne glorifiait le régime politique pour lequel ils avaient donné leur vie. Il célébrait la démocratie athénienne, l'ouverture de la société, l'égalité de tous devant la loi, l'aspiration au beau et l'amour de la sagesse. Ce discours devint un monument immortel à l'idéal athénien, l'apologie de la civilisation que la cité défendait. Mais la deuxième année de la guerre, à l'été 430 avant notre ère, l'imprévu se produisit. Une terrible épidémie éclata dans la ville surpeuplée et insalubre. L'historien Thucydide, qui en fut lui-même atteint et survécu, nous a laissé une description glaçante et cliniquement précise de la maladie. Les scientifiques contemporains débattent encore de sa nature, typhus, peste bubonique, variole ou une forme de fièvre hémorragique. La maladie commençait par une forte fièvre, une rougeur des yeux et de la gorge. Suivait une toux, un écoulement nasal, des spasmes à l'estomac, des vomissements, une soif inextinguible. Le corps se couvrait d'ulcères. La plupart mouraient le 7e ou le 9e jour. Le fléau, en grec loamos, eut un effet dévastateur non seulement sur l'état physique, mais aussi sur l'état moral des Athéniens. Les lois humaines et divines cessèrent de s'appliquer. Les gens, voyant riches et pauvres, justes et impies mourir de la même manière, rejetèrent toute honte et toute peur. Ils abandonnaient leurs parents malades, n'enterraient pas les morts, qui gisaient en tas dans les rues et les temples. La ville sombra dans un chaos de désespoir et d'anarchie. La peste emporta, selon diverses estimations, d'un quart à un tiers de toute la population d'Athènes, y compris les meilleurs guerriers et rameurs. Sur fond de cette horreur, la stratégie de Périclès commença à faillir. Les Spartiates envahirent de nouveau l'Attique. Les Athéniens, poussés au désespoir par la peste et la guerre, tournèrent leur colère contre celui qui les avait entraînés dans cette guerre. Périclès, encore récemment leur idole, devint l'objet d'une haine universelle. Ils envoyèrent des ambassadeurs aux Spartiates pour demander la paix, mais reçurent un refus. Alors ils démirent Périclès de ses fonctions de stratège et, l'accusant de détournement de fonds, lui infligèrent une lourde amende. À la même époque, la peste frappa sa propre famille. Sa sœur mourut, puis ses 2 fils légitimes de son premier mariage, Xanthippe et Paralos. Plutarque raconte que Périclès, qui avait toujours conservé un calme olympien, supporta ses pertes avec dignité. Mais lorsque son dernier fils légitime, Paralos, mourut, sa fermeté l'abandonna. En déposant une couronne sur le corps de son fils, il éclata en sanglots. Cependant, les Athéniens, après avoir tenté de gérer les affaires sans Périclès, comprirent rapidement qu'ils ne pouvaient lui trouver de remplaçant. Aucun des nouveaux politiciens ne possédait son autorité et sa vision stratégique. Leur colère apaisée,
Ils le réélurent un stratège et lui rendirent la plénitude de son pouvoir. Émus par sa tragédie personnelle, ils firent de même un pas sans précédent et, par une loi spéciale, modifièrent sa propre loi sur la citoyenneté, reconnaissant son fils d'Aspasie, Périclès le Jeune, comme héritier légitime et citoyen à part entière. Il semblait que Périclès avait repris le contrôle de la situation. Mais la maladie le minait déjà lui-même. Il ne contracta pas une forme aiguë de la peste, mais une sorte de forme chronique qui épuisait lentement ses forces. Il mourut à l'automne 429 avant notre ère. Plutarque rapporte une scène touchante sur son lit de mort. Alors que ses amis, rassemblés autour de lui, énuméraient ses grandes victoires et réalisations, pensant qu'il ne les entendait plus, Périclès se souleva et dit « Vous louez ce en quoi le hasard a une grande part et ce que beaucoup d'autres généraux ont eu aussi. Mais ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans ma vie, vous n'en parlez pas, car pendant toutes les années de mon pouvoir, par ma faute, aucun citoyen athénien n'a revêtu le manteau de deuil noir. Il considérait comme sa plus grande réussite non pas le Parthénon ni l'Empire, mais le fait que, détenant un pouvoir quasi monarchique, il n'avait jamais eu recours aux répressions politiques et aux exécutions. La mort de Périclès marqua un tournant dans l'histoire d'Athènes et de toute la guerre. L'homme qui pouvait contenir les extrêmes tant du parti aristocratique que du parti démocratique était parti. Après lui, des démagogues d'un nouveau type arrivèrent au pouvoir, comme le tanneur Cléant, des hommes qui ne guidaient pas le peuple, mais flattaient ses plus bas instincts, sa cupidité et sa cruauté. La guerre devint encore plus acharnée et impitoyable. Athènes, privée de son pilote, se précipita vers son destin tragique, la catastrophe de Sicile et la défaite finale en 404 avant notre ère. La mort d'un homme n'est pas la fin de son histoire. La véritable histoire commence après, lorsque les voix des contemporains se taisent et que la postérité tente de comprendre l'héritage laissé. L'ombre de Périclès se révéla incroyablement longue. Elle couvrit non seulement les siècles suivants de l'histoire grecque, mais s'étendit jusqu'à nos jours. Mais qui était-il en réalité, cet homme dont le nom est devenu le synonyme de toute une époque? Un bâtisseur de la démocratie ou un tyran qui s'en prévalait? Un mécène éclairé des arts ou un impérialiste cynique? La réponse, comme l'histoire elle-même, est complexe et multiforme. Pour l'historien Thucydide, qui le connut personnellement, la réponse était claire. Il écrivit que c'était en nom une démocratie, mais en fait le pouvoir du premier citoyen. Thucydide admirait sa perspicacité, son habileté à gouverner le peuple sans le flatter, et considérait sa stratégie comme la seule correcte. Selon lui, Athènes perdit la guerre non pas parce que le plan de Périclès était mauvais, mais parce que ses successeurs firent tout le contraire, abandonnèrent la tactique défensive et se lancèrent dans des aventures risquées, comme l'expédition de Sicile. Le philosophe Platon, qui écrivit une génération plus tard, était bien plus sévère. Pour lui, aristocrate et disciple de Socrate, Périclès était celui qui avait définitivement corrompu le peuple athénien en introduisant la rémunération des charges publiques. Il avait transformé les citoyens en assistés paresseux, avides et processifs. Il avait rempli la cité non pas de citoyens vertueux, mais de docks, de chantiers navals et de murs, oubliant l'essentiel, l'éducation de l'âme. Il avait construit une magnifique coquille, mais l'avait laissée sans contenu moral. Les évaluations ont changé au fil des siècles. Pour les républicains romains, il était un modèle d'homme d'État. Pour les penseurs de la Renaissance, il était le symbole de l'harmonie de la raison et de la beauté. Pour les acteurs des révolutions américaines et françaises, il était l'un des pères fondateurs de la démocratie. Au XIXe siècle, les historiens voyaient en lui tantôt le prototype du monarque éclairé, tantôt l'architecte de l'État-nation. L'héritage à long terme de Périclès est incontestable et colossal. En politique, il a mené à son terme logique la démocratie athénienne, créant un modèle qui, avec tous ses défauts, comme l'exclusion des femmes, des esclaves et des métèques, est devenu pendant des millénaires l'idéal du gouvernement direct du peuple.
Sa conception de l'Empire, fondée sur la puissance navale et l'exploitation économique des Alliés, est devenue le prototype de nombreuses puissances futures. Dans la culture, son nom est indissociable du plus grand essor du génie créatif de l'histoire de l'humanité. Le Parthénon et l'Acropole restent encore aujourd'hui des chefs-d'œuvre inégalés d'architecture, des symboles de l'harmonie classique. La dramaturgie d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide a jeté les bases de tout le théâtre européen. La philosophie de Socrate, née à son époque, est devenue un tournant dans l'histoire de la pensée. Dans l'idéologie, il a créé l'image immortelle d'Athènes comme l'école de l'Ellade, comme un centre de civilisation s'opposant à la barbarie. Son « oraison funèbre » est un manifeste éternel de la société démocratique idéale auquel les politiciens du monde entier font encore appel aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier le côté sombre de cet héritage. L'âge d'or fut payé par le sang et le tribut de centaines d'autres cités grecques. La démocratie pour les Athéniens se mua en tyrannie pour les Alliés. L'aspiration à l'hégémonie conduisit à la guerre la plus destructrice de l'histoire de la Grèce antique, qui sapa les forces du monde hellénique et ouvrit finalement la voie à la conquête macédonienne. Périclès est une figure tragique au sens le plus élevé du terme. C'était un homme qui croyait sincèrement en la grandeur de sa cité et de son peuple. Il possédait l'intelligence, la volonté et la vision pour élever Athènes à une hauteur inaccessible. Mais la nature même du pouvoir et des ambitions impériales, les forces mêmes qu'il utilisa pour créer, le conduisirent finalement, lui et sa cité, à la catastrophe. Son histoire est un rappel éternel de la manière dont la grandeur et la tragédie, la création et la destruction, la liberté pour les uns et l'esclavage pour les autres sont étroitement liés. Il voulait construire une cité qui serait un monument pour tous les temps, et il y a réussi. Seulement, ce monument ne fut pas seulement d'un blanc éblouissant, comme le marbre du Pentélique, mais aussi d'un pourpre sombre, comme le sang versé dans la guerre du Péloponnèse. Et c'est dans cette contradiction que réside sa signification éternelle et impérissable.